Bonjour Yolande. Bonjour Pascal. Alors nous avions envie, toi et moi, de faire un petit peu le point finalement sur, je dirais ce dernier mois qui était, on le disait tout à l'heure en off, assez riche, je dirais en rebondissements puisque depuis le rapport de la CIA du 5 octobre 2021, il y a eu évidemment la conférence, des évêques, de France à Lourdes, qui a tenu son assemblée générale effectivement le 2 novembre 2021. Dans la foulée du rapport de la SIAS, il y a eu évidemment, également, on en a beaucoup parlé, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que, le collectif, de la parole aux actes, avec les 4 R: reconnaissance, responsabilité, réparation, réforme. Toi-même, en fait, tu as eu l'occasion, Yolande, de participer, je dirais, à la commission, dans le sens où tu as donné effectivement ton propre témoignage. Tu as également été une des personnes clés qui a fondé ce collectif, La Parole, aux Actes. Donc je pense que tu es bien placé de fait pour nous faire un retour sur la manière dont finalement les évêques de France ont envisagé le rapport de la SIAZ, et sur finalement aussi les pistes peut-être, que l'on peut effectivement, aborder au jour d'aujourd'hui, en sachant que l'Église évidemment ne bouge que difficilement et que finalement, ce qui ressort aussi finalement, c'est une absence de réaction de l'État, par rapport à une problématique effectivement dont il pourrait de fait se saisir. Mais avant de t'inviter effectivement à retracer un petit peu ces différents éléments que je viens brièvement d'évoquer, j'aurais souhaité, savoir Yolande, en quelques mots évidemment, mais c'est important je pense pour que l'on sache qui tu es, pourquoi tu prends la parole et du coup en fait, d'où parles-tu? Qui es-tu? Quel était brièvement Mmh. ton parcours de vie? Alors du coup, moi, donc j'ai été à l'âge de 6 ans, agressée sexuellement, par un prêtre, hein, qui était un ami de la famille. Et puis, j'ai à nouveau été agressée sexuellement après par, quelqu'un de proche dans la famille. Donc, on pourrait dire que mes 2 agressions sexuelles s'apparentent plutôt à quelque chose d'incestueux et d'incestué, hem, plutôt qu'une agression sexuelle, de personnes extérieures. Je pense que dans le vécu de la personne, il peut y avoir des choses un peu différentes, notamment autour de la confusion, de l'autorité. Également, d'un point de vue de mon travail, donc je suis gestalt thérapeute, donc depuis, quasiment, 35 ans, je reçois des personnes, victimes, d'agressions sexuelles. Mais j'ai eu une période où j'ai été assistante sociale, et en tant qu'assistante sociale qui est chargée de ce qu'on appelle la PMI, la protection maternelle infantile, et en vertu de la loi 48, on est amené à dénoncer, les mauvais traitements faits à enfants. Et donc il m'est arrivé de rencontrer, des pédocriminels, des parents, maltraitants, qu'il a fallu que je signale à la justice, auprès du procureur ou Mmh. du juge pour enfants. Donc j'ai à la fois un vécu de victime, et puis j'ai aussi une pratique on va dire, d'accompagnant, de soignant, des personnes, abusées et agressées sexuellement. Voilà, j'ai participé effectivement, donc j'ai donné mon témoignage à la SIAZ, et puis à la suite de ce témoignage, le Alice, Cassagrande et Antoine Garapon m'ont demandé de venir rejoindre un groupe de travail au sein de la commission. La commission, il y avait un peu plus d'une vingtaine de personnes, je crois 21 ou 22. Et puis il y avait, 4 sous-groupes, de travail sur différents thèmes, la théologie, le droit, et puis, il y avait un sous-groupe miroir qui s'appelait, qui était le sous-groupe des victimes, dans lequel en fait, j'ai été, et qui m'a permis de participer d'un peu plus près, aux travaux de la SIAZ, et à l'élaboration du rapport. Voilà. Que j'ai lu en partie, pour être très honnête, je n'ai pas tout lu. Mmh. Hem, il est accessible, je le rappelle, sur le site de la SIAZ, et il y en a aussi, quelques, comment dire? Quelques extraits. Par exemple, celui-là, on le trouve, sur le site Iliès, c'est un petit condensé, en fait, des choses principales. Peut-être j'y reviendrai, au cours de l'entretien. Mmh. Voilà. Et puis dernièrement, à la suite de la conférence de presse du 5 octobre avec, monsieur Moulin-Beaufort et puis, Véronique Margron, nous étions un certain nombre de victimes invitées par la SIAZ à écouter cette, conférence de presse.
qui a été, pour moi, émotionnellement un coup terrible, vraiment un coup terrible, hem, parce que, j'avais le sentiment de ne pas être entendue, de ne pas être comprise et que, des gens avec autant de responsabilités, étaient très peu conscients, je parle de monsieur Moulin-Beaufort, très peu conscients en fait des enjeux et des attentes en fait, des victimes. Et probablement, que j'ai été rejointe dans cette émotion et dans ce sentiment par les autres et c'est comme ça que, est né, le collectif de la parole aux actes, qui a regroupé, non pas toutes les associations de victimes, parce qu'il y en a plus que celles qui étaient dans le collectif, mais le collectif n'était constitué que des associations et des personnes qui avaient participé aux travaux, du sous-groupe, de travail, le groupe Miroir. Donc, voilà et en fait, ce qui nous a mobilisés, c'est la peur, que l'on enterre le rapport. Et donc on s'est dit qu'il fallait soutenir, qu'il fallait le porter, il fallait, assumer, ce qui était dedans et hem et aussi passer à une étape, qui était celle de la mise en acte. Et ce que je vois, bon, on va peut-être en parler, mais tout de suite, ce que je peux dire, dans ce que j'observe de la pressiase et qui parfois, peut un peu me désespérer, c'est, comment dire? Un certain nombre de groupes de pression, on va dire comme ça, de catholiques. On a parlé de la fameuse Académie catholique qui a, heu, non pas critiqué le rapport parce que pour moi, tout travail mérite un regard, critique extérieur, mais a, déversé son fiel de manière, très inappropriée à propos du rapport. C'est-à-dire, pourquoi pas le critiquer? Pourquoi il est sûrement perfectible, mais avec des arguments, du même niveau scientifique que ceux qui sont avancés à l'intérieur du rapport. Et en fait, le rapport, c'est une chose, mais pour moi, c'est un point de départ. Et j'espérais et j'espère encore que, on ne va pas s'en tenir au rapport. C'est-à-dire c'est bien d'y revenir, c'est bien de s'y plonger. Il y a eu 45 recommandations, mais, discuter du rapport et pinailler sur des chiffres, parce que quand bien même il y aurait qu'une seule victime, que ça nécessiterait qu'on se mobilise pour l'accompagner, qu'on se mobilise sur un chiffre parce que finalement c'est essentiellement ça pour le moment la critique et la discussion. Tout ça, ça empêche en fait sur le terrain qu'on s'occupe de réformer la structure qui a produit en fait ces Mmh. crimes. C'est ça. Donc voilà à quel endroit je me sens mobilisée. Je me suis vraiment beaucoup mobilisée dans le collectif de la parole aux actes, à la fois pour concevoir, entre guillemets, un programme, les fameuses 4 R, qui ont été d'ailleurs repris absolument partout, à commencer par les évêques. Le petit ruban violet Ouais. pour montrer notre soutien en fait aux victimes et puis le fait on va s'en occuper. Et puis il a fallu effectivement, d'un point de vue médiatique et d'un point de vue communication, essayer de moi, mon but, c'était surtout de mobiliser et sensibiliser les laïcs, en fait, heu, sur le sujet. Parce qu'en fait, il y avait pour moi, essentiellement la structure via la CEF et la COREF qui étaient mobilisées, les victimes qui étaient mobilisées. On doit vraiment beaucoup à François Deveau et à La Parole libérée. Hem, mais finalement, entre les 2, ça faisait comme 2 interlocuteurs. Il me semblait vraiment très important qu'il y ait une troisième force, qui soit une force qui soutienne en fait l'application concrète des 45 R, qu'on a donc réduit à 4 R, qui sont les 4 grands thèmes. Mmh. Et bon, je pense que de ce côté-là, ça a été réussi et en tout cas, je pense que la réunion à Lourdes s'est faite sous la pression, des médias et des victimes, donc une pression extérieure pour obtenir quelque chose auquel, très honnêtement, je ne croyais pas. Ça vraiment, ça fait partie des très bonnes surprises. Je ne croyais pas qu'il reconnaîtrait la responsabilité. C'est ça. Donc, je crois que ça, on peut se féliciter, d'une part de la mobilisation des laïcs, parce qu'elle a été réelle,
de la mobilisation du collectif qui a énormément œuvré pendant 1 mois durant pour, médiatiser, le sujet et puis, pour faire sentir qu'on ne lâcherait pas le morceau et ajouter à la panique, à la désorganisation interne de cette semaine, à Lourdes, tout ça a fait, je pense que les évêques, j'ai envie de dire, je ne sais pas si malgré eux, parce que c'était pas tellement prévu, pas tellement prévisible, ont senti que leur position, leur posture de, hem, comment dire? De mise à distance du sujet, en le réduisant à juste, quelques problèmes dans quelques diocèses, cette posture-là n'était plus tenable. Mmh, Donc on a si. vraiment, Lourdes, on a vraiment franchi un gros pas, un très gros pas, dans le traitement du sujet. Ouais. Il y a vraiment eu un point de bascule, mais c'est vrai, comme tu le disais, le rapport de la SIAZ, évidemment, était un rapport qui était, très attendu, je dirais de manière fébrile par les victimes évidemment, mais aussi évidemment avec une certaine crainte, j'imagine, de la part des évêques de France. Donc effectivement, comment ce rapport allait être évidemment, reçu, intégré et quelle résolution de fait la conférence des évêques, à Lourdes, allait-elle, en tirer? Ce qui fait que quelque part, on peut évidemment comprendre aussi dans la mesure, comme tu le dis, le rapport met justement l'accent sur la responsabilité systémique de l'Église et donc c'est évidemment là-dessus que la dissidence a souhaité évidemment s'attaquer, je dirais de manière prioritaire et effectivement l'académie dont tu parlais, notamment, par le biais d'un certain, Pierre Manant, philosophe qui lui en fait, a critiqué très vertement, finalement la réforme qui est voulue par la commission, en partant du principe que cette réforme allait tellement loin que finalement c'était une déconstruction du prêtre catholique. Et d'autre part, effectivement, dit-il, c'est la structure même de l'Église qui serait coupable. Et ça, évidemment, c'est dur à entendre pour certaines oreilles, pour une frange des croyants et des responsables ecclésiaux. Or, c'est ça, effectivement, qui est fondamental. Mais toute la question, de fait, c'est de se dire aussi que les réformes ne sont pas possibles quelque part de l'intérieur s'il n'y a pas un véritable poids qui fait pression de l'extérieur, d'où effectivement l'intérêt évidemment du collectif. Alors, on voit bien évidemment que, comme tout collectif, il a forcément aussi ses limites. Et donc, là, pour le moment, en fait, vous vous dirigez vers quel type d'action pour essayer justement de continuer à mettre la pression, peut-être moins de manière locale, mais peut-être aussi de manière plus, j'ai envie de dire pas universelle, en tout cas internationale. Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Je pense que le collectif, a donné des informations sur sa position, donc en disant qu'effectivement, on saluait quand même cette avancée, de la reconnaissance de la responsabilité systémique. L'autre chose qui a été importante, c'est quand même la création, de l'instance de réparation, l'INIR. D'un côté de la CORF, tout était visiblement assez bien organisé, anticipé, des biens déjà vendus, le fonds, financier déjà plus ou moins constitué. Donc ça s'est mis en route et ça s'est mis en route, il faut le rappeler, justement avec Antoine Garapon et Alice Cassagrande qui donc, se sont occupés du groupe Miroir. Donc vraiment, moi, je leur donne toute ma confiance pour, faire au mieux pour que cette instance au sein de la COREF fonctionne bien. Reste quand même, et là, il y a une action importante, l'organisation au niveau de la CEF, donc avec Marie, de Reims-de-Vaudcresson. Donc là, c'est en cours et c'est pas si simple. Je pense que Marie de Reims-de-Vaudcresson va avoir, beaucoup à négocier pour faire en sorte que, son instance reste très indépendante. Et connaissant, la CEF, les évêques, ça va être difficile, à obtenir. Enfin, je lui souhaite vraiment, d'obtenir à la fois, les coudées franches pour être indépendante et la dotation d'un fonds, de manière suffisante pour pouvoir, indemniser les victimes. Donc ça, c'était prévu, c'est organisé, c'est en cours. On suit, enfin, je pense que les collectifs suivent, sur le terrain. Alors après reste, et c'est là où, moi personnellement, je n'appartiens à aucune association de victimes.
Je tiens, je te l'ai dit dans ma première vidéo, vraiment à mon indépendance. Mmh. Je prête, concours, en fait, je participe, je collabore de manière ponctuelle pour des actions ponctuelles sur des choses qui me paraissent essentielles, importantes à un moment donné. C'est ce que j'ai fait, avec la parole aux actes. Maintenant, j'allais dire, je suis sur un autre, on va dire, un autre volet, du sujet qui est le fameux 4e R, c'est-à-dire, la réforme, les réformes, les réaménagements, on va dire, de l'institution, c'est-à-dire, utiliser tous les moyens en notre, pouvoir et j'allais dire notamment les moyens judiciaires et les moyens, démocratiques pour contraindre cette structure, perverse, hem, à se réformer, enfin à prendre des décisions, de gouvernement, pour, hem, comment dire? Faire en sorte que les crimes et les délits ne puissent pas, comment dire? S'organiser, se perpétrer au sein de l'Église et ça, bon, c'est un gros travail, c'est peut-être moins spectaculaire, c'est plus long terme, ça demande, plus de travail sur le terrain. En l'occurrence, là, avec François Deveau, on est sur, des contacts, en fait, au niveau européen, notamment avec nos amis belges qui ont, introduit un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons jusqu'au 12 janvier pour faire un recours, puisque la 1re instance a, débouté en fait, les victimes en demandant la levée, de l'immunité, diplomatique du pape, heu, de manière à ce qu'on puisse, avoir un procès équitable et qu'on puisse, comment dire? Mettre au jour, tous les leviers, on va dire, de gouvernement et donc notamment les liens de subordination qu'il y a entre les évêques et le pape. Parce que ce qui se passe en France se passe aussi en Belgique, se passe en Irlande, s'est passé en Pologne, Mmh. en Allemagne, au Portugal. Les Portugais viennent de lancer une commission de type SIAZ, ça sera moins long, c'est sur 1 an, de moins grande envergure, mais quasiment tous les pays, enfin les grands pays européens se sont lancés dans un état des lieux via une commission. Donc maintenant, il s'agit effectivement de passer de la parole aux actes. C'est que maintenant que l'état des lieux est fait, au niveau européen et au niveau des différentes conférences épiscopales, il s'agit maintenant de les mettre au pied du mur de leurs responsabilités, on va dire civiles. Mmh. Donc là, en fait, je suis plutôt sur un projet, plus de type européen, heu, de faire en sorte qu'il y ait quelques victimes par pays, et qu'on fasse une class action. Dans le droit français, on connaît ça moins parce qu'on n'a pas cette possibilité en droit français, mais de regrouper les dossiers, en fait, des victimes, de manière à introduire un recours, à la grande cour. C'est ça, Voilà. c'est ça, parce que la Cour pénale des droits de l'homme effectivement s'est prononcée, le 12 octobre 2021 en estimant que l'action contre le Saint-Siège, était quelque part irrecevable puisqu'effectivement le Saint-Siège, comme un État souverain en fait bénéficie d'une unité de juridiction. Hem Et donc, bénéficier effectivement des mêmes droits et obligations que l'État lui-même et donc une action contre l'État en tant que tel, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas possible en droit Mmh. jusqu'à l'heure actuelle. Même si je l'avais vu, c'était assez intéressant, il était également soulevé la question de savoir si finalement l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est le fait de ne pas se voir infliger de traitement inhumain et dégradant et qui ne connaît aucune dérogation, si cet article 3 ne pouvait pas de fait justement venir quelque part Mmh. porter une brèche à cette immunité. Et la Cour Ouais. européenne des droits de l'homme a estimé que non, en estimant aussi qu'il y avait d'autres alternatives, quelque chose qui était possible, si pas contre l'État, en tout cas de manière plus individuelle, je dirais, contre telle ou telle personne, ce qui apparemment, sur le plan de la procédure, est peut-être posé problème devant les juridictions belges, puisqu'effectivement ici, ce sont les juridictions belges qui ont eu à connaître de, de ce procès qui était donc amené, je dirais, jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et là aussi, on voit que c'est un parcours du combattant, hein, parce que c'est une action qui a été introduite et maintenant il y a
pas Et mal d'années plus de 10 déjà. ans, plus de 10 ans, Voilà, ouais. donc il a fallu attendre aussi, pas mal de temps pour que la Cour européenne des droits de l'homme se prononce. Donc on espère évidemment qu'elle se saisira Mmh. du problème devant la grande chambre. Ce que tu disais aussi, qui me paraissait intéressant, c'était évidemment la nécessité de prendre conscience, et la nécessité aussi effectivement d'une réforme. Et par rapport à cela, évidemment, je souhaitais que tu réagisses peut-être sur 2 aspects qui, justement, a priori, ce sont des personnes de pouvoir, donc elles seraient, en mesure de fait de prendre, je dirais, le problème à bras le corps. D'un côté, évidemment, il y a cette réaction, à l'heure actuelle, assez attentiste du pape qui n'a pas effectivement, reçu la sieste, qui non seulement ne le reçoit pas, mais qui en parallèle, si je puis dire, fait les éloges du cardinal Barbarin et qui, dans l'avion, de retour de son voyage, de Grèce, notamment, par rapport à monseigneur, Aupetit, finalement il renverse un petit peu les choses en prenant ceux qui dénoncent pour finalement des personnes qui colportent des rumeurs Mmh. et quelque part évidemment, il dit, avoir accepté la démission, d'Aupetit, non pas, pour rendre justice à la vérité, mais en réalité plutôt pour mettre fin, finalement aux rumeurs à cause de l'hypocrisie des gens qui les colporteraient. On a quand même l'impression là du coup que le pape n'a pas encore compris grand-chose sur la manière dont, son église fonctionne et je dirais les dérives en son sein. C'est assez incroyable, non, comme réaction Oui, en alors ça, chaîne. c'est vrai que ça fait partie des choses assez difficiles à vivre, hein, quand on est, une victime en attente, qu'il y ait des réformes, structurelles qui s'organisent. C'est vrai que d'une part, on sait, que les structures perverses, il y a plusieurs éléments en fait, à la structure perverse. C'est-à-dire plus c'est pyramidal, hein, c'est-à-dire plus le pouvoir est concentré, notamment des les mains d'un seul, sans contre-pouvoir, plus on a des chances que de vivre des relations d'emprise et de perversité. Moins il y a de mixité, plus il y a d'emprise et de maltraitance. Parce que les abuseurs ou les agresseurs, il y a une espèce de confraternité, de solidarité, de genre, on va dire les choses comme ça. Donc la mixité est un bon, la collégialité, la mixité sont des bons contre-pouvoirs, même si on s'attend dans le cas de l'Église à ce qu'il y ait aussi des contre-pouvoirs, on va dire de manière, juridique. Mais le pape, il nous a déjà habitués à ce genre de discours, puisqu'il a quand même, il faut réécouter, les discours qu'il a eus, notamment au Chili, quand il s'est déplacé au Chili et qu'il a osé dire, que non, il n'y avait pas de victimes. D'ailleurs, il le dit d'une manière, enfin, c'est presque hallucinant, en disant: «Mais où sont-elles les victimes, en fait? Où sont-elles?» C'est-à-dire, ne lui vient pas à l'idée que d'une part, les le clergé local, avait tout fait pour barrer, l'accès, des victimes au pape et puis, c'est balayé d'un revers de main tous les rapports et toutes les procédures écrites via les nonces et cetera, qui ont été faites par les victimes chiliennes, par exemple, bien avant qu'il se déplace. Donc en fait, heu, soit il se présente comme un idiot, ce qu'il n'est pas, en nous disant: «Mais je ne suis pas au courant, on ne me donne rien, je ne reçois aucun rapport». Ça voudrait dire que les services de la chancellerie ne fonctionnent pas. Bon, on a vraiment du mal à croire ça. Mmh. Soit il a décidé de ne pas en tenir compte et de manière très autoritaire et personnelle, on va dire, et donc du coup dans une forme d'abus de pouvoir, il décide tout seul de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui doit être fait et pas fait. Et puis, il ne prend pas la mesure, on va dire, des procédures de gouvernement interne, puisque quand, d'une part, il vient à nouveau féliciter Barbarin, qui a fait scandale, parce que, enfin, pour moi, l'affaire au petit, vraiment, c'est rien à côté de Barbarin. Ça a fait scandale et ça faisait scandale dans son diocèse, mais dans la France entière. Et là, il n'a pas éprouvé à cause du scandale, si on prend son argument, qui est quand même assez fallacieux, il n'a absolument pas pris la décision de démissionner Barbarin. Et puis, cette manière, d'inverser la culpabilité, c'est typique, mais alors c'est absolument typique de l'agresseur et de l'abuseur. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que avoir de l'emprise? Qu'est-ce que
comment ça s'organise? Il y a 2 lois très, très importantes à comprendre. Un, c'est la loi du silence et 2, qui est la loi de l'agresseur, et la deuxième chose, c'est l'inversion de la culpabilité. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait cette déclaration dans l'avion? D'une part, il fait comme si le sujet, n'existait pas, le sujet des victimes à propos de Barbara. C'est-à-dire qu'en fait, il fait la loi du silence, hein, son déni, on va dire verbal, de son déni de déclaration, c'est faire la loi du silence. C'est continuer à laisser l'institution dans, une non-connaissance du sujet. Donc, de ce fait, on entretient la structure perverse. Et la deuxième chose, c'est, il fait comme les abuseurs, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la victime qui se trouve, tout d'un coup coupable, de toutes les choses. Et concernant, l'affaire de Aupetit, c'est quand même assez sidérant de se rendre compte qu'il y a absolument aucun mot pour cette femme, peut-être, si tant est qu'il existe une affaire, sexuelle entre une femme et monseigneur Aupetit. C'est d'une part, ne faire aucun cas, de la personne qui a été, comment dire, malmenée dans cette, histoire, et c'est, retourner la culpabilité, sur d'autres. Et là, ça serait les gens qui seraient en train de médire, en tout cas qui, en l'occurrence, ne médisent pas, mais sont en train de mettre au jour, le 2 poids 2 mesures, «Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais», qui est, l'encouragement à avoir des discours extrêmement sévères et rigoristes, tout en étant assez maltraitant avec les personnes. Or, tout cela est à l'œuvre, en fait, dans les systèmes d'emprise et de Mmh. perversion sexuelle. Mmh. Donc c'est assez hallucinant que cette espèce de mini extrait dans l'avion, heu et je ne crois pas que j'ai lu, des commentateurs dire: «Mais est-ce qu'il se rend compte?» Il n'a pas l'air de se rendre compte, que ces interviews dans l'avion, sont néfastes. Mais je pense que bien sûr que si, il n'est pas idiot, ou alors, enfin, vraiment, c'est le prendre pour un idiot que de dire une chose pareille. Non, il est tout à fait conscient de ce qu'il dit, et il ne mesure pas les conséquences, sur l'environnement, et moi, je trouve ça vraiment grave, vraiment grave. Ouais, et en même temps, j'ai enfin l'impression que justement ces propos dans l'avion, que l'on peut supposer plus ou moins spontanés, sont quand même aussi très éloquents sur la manière dont justement, il gère son église et sur la manière dont les abus finalement sont réellement passés, finalement sous silence, en prônant quelque part toujours la réputation de l'église, et donc quelque part effectivement en souhaitant, de facto, que l'omerta se poursuive pour le bien pour le bien de l'Église, parce que finalement, c'est un peu ce que tu disais, mais c'est vrai que accepter évidemment la démission d'Aupetit pour une question soi-disant de gouvernance qui serait rendue impossible, c'est quand même effectivement assez gros dans la mesure où Barbarin, tu l'as dit, n'a pas dû démissionner alors que je pense que c'est d'une autre ampleur. Enfin, peut-être que quand c'est sexuel, c'est plus grave. Quand c'est un évêque effectivement qui a, j'ai envie de dire, fauté sur le plan sexuel, le cas échéant. Mais il n'y a aucun évêque non plus qui a réellement proposer sa démission au pape par rapport évidemment au scandale de la pédophilie, au sein de l'Église. Donc, comme tu dis, il y a un poids de mesure, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais alors aussi, ce que je voulais voir avec toi, Yolande, c'est la, les propos évidemment du pape, la manière dont il visiblement ne prend toujours pas conscience de l'ampleur du problème, et de l'autre côté peut-être aussi, ça c'est un autre aspect, l'interdépendance entre les autorités religieuses et l'État. C'est-à-dire qu'on a l'impression justement qu'en France comme en Belgique évidemment, on vit normalement dans une séparation entre l'État et les autorités religieuses, et en même temps on voit évidemment le ministre de l'Intérieur Darmanin, entre guillemets, mettre sur un plateau d'argent la Légion d'honneur pour justement l'évêque Moulin de Montfort. Donc là on se dit évidemment qu'il y a quelque chose quelque part aussi qui quelque part grince. On devrait être peut-être plus vigilant, plus prudent quand on sait effectivement les propos tenus justement par l'évêque, notamment au niveau du secret de la confession. Et puis évidemment, il y a Macron quand même qui est le chef de l'État chez vous, qui est reçu par le pape, alors que ce sont les élections présidentielles qui sont en train de se jouer petit à petit en France. Donc il y a quand même deux personnes, je dirais, clés qui sont effectivement, voilà, où on peut se dire, tiens, il y a réellement une accointance entre l'État
et les autorités religieuses, l'État qui souhaite conserver finalement qui souhaite rester finalement en bons termes avec les autorités religieuses. Donc, en même temps, comment espérer que l'État lui-même, prenne la problématique de la pédocriminalité dans l'Église, réellement en charge, quand on voit effectivement les accointances entre l'État et les autorités religieuses? Écoute, bon, tu sais, on est en période électorale, hein, donc moi, je vois ça sous le prisme des équilibres, de pouvoir entre l'Église et l'État en France. Séparatisme, qui n'est que par certains aspects que de façade. Hem, bon, sur cet aspect-là, je trouve que l'État, enfin, on le sait, hein, l'État, est aussi coupable et je pense qu'en tant que citoyen, il y a plein de choses qui sont faites, hein. La Ciivise, a pris le relais de la SIAZ. Je pense que on le voit de toute façon dans le cas des victimes, des femmes avec les féminicides, les femmes victimes de violences, sexuelles, hors l'Église. On a vu au travers des grandes histoires médiatisées de Camille Kouchner et autres, comment l'État, est assez peu réactif en matière d'inceste. Donc, enfin pour moi, l'Église comme l'État sont des institutions, dans lesquelles il y a du pouvoir et dans lesquelles forcément il y a de la perversion et que s'attaquer à ce problème-là, c'est se remettre en cause et bah, tout le monde n'est pas prêt et qu'il y a des systèmes un peu de réaction défensive, aussi bien du côté de l'État, que du côté, de l'Église. Bon, chacun œuvre un petit peu là où il peut. Moi, j'ai décidé de concentrer, parce que c'est une institution que je connais mieux que les autres et que hem, j'y ai vécu une partie de ma vie, hein, au travers de ma famille et puis encore aujourd'hui, enfin, je suis entourée de gens qui sont, hem comment dire? Encore dans cette institution et bon, j'allais dire, je fais avec mes proches, hein, on peut décider de prendre son bâton de pèlerin et d'aller loin, bon, moi, j'essaye d'avoir une action plutôt de proximité. Donc oui, j'encourage toutes quand je peux, hein, les instances qui, de l'extérieur et c'est ça je trouve qui est intéressant, enfin, qui est intéressant, mais qui est inquiétant aussi, dans cet épisode de l'Académie, catholique, c'est que, on sait et le rapport Sauvé l'a dit, qu'une réforme et qu'une, comment dire? Une aide qui peut être apportée à, une institution pour qu'elle, arrête de produire de l'abus, des crimes et des délits, c'est, d'être contrainte par l'extérieur, par du tiers, hein. C'est la fonction de la justice, civile, mais c'est aussi la fonction qu'a, cette commission Sauvé que nous espérons, nous aussi, via les associations de victimes, constituer. Et en fait, l'académie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tente en fait de remobiliser les troupes catholiques pour dire: Il n'y aurait que l'Église qui est bien fondée à décider comment elle doit se réformer et si oui ou non elle doit se réformer». Mmh. Et en fait, c'est à cet endroit-là que, je trouve, moi, intéressant de concentrer nos efforts, notre réflexion et notre action. C'est-à-dire que non, on ne peut pas demander à un pervers de se réformer. On ne peut pas demander à une institution qui n'a pas vu pendant 70 ans, puisque sur la SIAZ couvre 70 ans, qui n'a pas vu comment arrêter le système de perversion. Si elle ne l'a pas fait toute seule pendant 70 ans, elle ne va pas le faire maintenant. Donc, il faut l'aider, il faut du tiers, et c'est en contestant le chiffre, c'est l'opportunité pour cette académie de focaliser sur non pas un point de détail, je ne vais pas dire ça, mais ce n'est pas le sujet quelque part de savoir s'il y en a 330 000, 300 000 ou même 250 000. Le sujet, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire et comment on fait pour que ça cesse. Mmh. Et en fait, en occupant le terrain, c'est un peu comme si on agitait un chiffon rouge. Et c'est pareil pour cette histoire de haut petit et c'est pareil, les manœuvres du pape. C'est comme si tout d'un coup, on agite un chiffon rouge à côté pour ne pas s'occuper de là où on demande qu'il y ait des réformes. Et par exemple, une des choses que je trouve quand même assez scandaleuse,
c'est que, le rapport Sauvé a coûté à peu près 3 millions d'euros. 2 000 000, grosso, hein, 2 millions et quelques ont été payés et 1 000 000, un tiers a été fait sous forme bénévole. C'est quand même beaucoup d'argent et c'est l'argent de tout le monde, c'est l'argent de tous les catholiques, de toutes les familles depuis très longtemps. C'est aussi l'argent du pape en tant que chef de l'Église catholique, qui ne soit pas capable de lire un rapport qui a été commandé par sa propre institution, dont il est le chef, et qui ne soit pas capable de l'avoir lu, d'en faire un commentaire, qui n'ait même pas fait une conférence de presse sur le sujet, montre à quel point le problème est important et montre à quel point jusqu'en haut, et finalement la tête, c'est pourri. Et quand on voit que cette institution, l'Académie catholique, cherche à faire comprendre qu'il n'y a que l'institution qui peut se réformer, il n'y a qu'elle qui peut décider, et qu'il est hors des questions d'accepter que des gens de l'extérieur disent comment se faire un mot, c'est sur ce terrain-là qu'on doit se battre. Ben oui, de toute façon, on voit bien que l'institution évidemment, elle a quand même quelques siècles derrière elle et que de fait, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que justement elle n'a pas su évidemment se réformer par elle-même. Donc c'est tout le Mm. paradoxe, c'est de dire: «Laissez-nous faire», alors qu'en fait, si on les laisse faire, il y a rien Et qui bouge. ben, il Donc n'y a rien qui bouge, c'est tout le on le paradoxe. sait que trop bien. On le sait très bien, évidemment, mais c'est vrai évidemment que le rapport de la SIAZ, et c'est ça évidemment toute la problématique, c'est que quelque part, si, les recommandations de la SIAZ vont jusqu'au bout, on peut évidemment se demander légitimement qu'est-ce qui reste effectivement de la spécificité de l'Église, puisque ce que le rapport de la SIAZ pointe évidemment, c'est notamment toute la théologie de l'Église, le rapport homme-femme, le secret de la confession, toute la question évidemment du sacré et du prêtre qui est configuré Mm. normalement au Au Christ, qui n'a Christ. pas le droit à avoir une sexualité épanouie parce Mm. qu'effectivement il est pratiquement comme un ange déjà. Donc le rapport évidemment remet clairement ce qu'on pourrait en un seul mot dire, nommer comme étant le système patriarcal. Or ça évidemment pour l'Église quelque part c'est assez inaudible de se dire que finalement, on veut remettre ça voudrait dire quelque part évidemment ce que l'Église a toujours refusé, c'est que quelque part elle devienne enfin quelque part un État moderne, qui est effectivement émancipateur, qui a d'autres valeurs que les valeurs qui sont finalement les siennes, qui sont assez conservatrices, et c'est de demander à l'Église qu'elle soit quelque part entre guillemets «comme le monde», alors qu'en réalité Mm. elle s'est toujours évidemment elle, prise un petit peu, en surplomb. Il a toujours estimé justement qu'elle avait à apporter au monde, parce que le monde était entre guillemets pécheux et que du coup il fallait convertir le monde. Ici, on demande à l'Église de se convertir, ce qui était un petit peu le comble aussi, évidemment. C'est-à-dire que, bon, enfin, d'un point de vue théologique, mais bon, c'est pas non plus ma compétence, mais c'est revenir à Vatican II et à l'introduction dans la compréhension du monde et forcément, du coup, au discours sur Dieu, la théologie, de prendre en compte l'avancée de toutes les sciences humaines. Euh, Aujourd'hui, on a énormément d'informations via les sciences humaines, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie. Tout ça, il y a énormément de nouveaux paradigmes. Et pour le moment, l'Église, en tout cas une partie de l'Église, et notamment on le voit via cette académie cherche à faire en sorte que euh, on va dire, l'Église continue à s'auto-référencer, c'est-à-dire ne soit plus à l'écoute du monde, mais elle n'est qu'à l'écoute d'elle-même pour elle-même. Et bon, c'est une certaine forme d'église que moi j'appelle une secte. Enfin, on va on se cramponne en fait sur un corpus théorique de plus en plus précis et de plus en plus exigeant et de plus en plus, j'allais dire, qui est accessible finalement pour des purs, pour des espèces de héros, et donc ne s'adresse, enfin, ça perd le caractère universel. Mais bon, je ne vois pas très bien comment s'attendre à autre chose que cela, euh, sauf à prendre le problème, à renverser le problème et à se dire qu'est-ce que les chrétiens ont à dire et ont envie de dire. Donc c'est pour ça que pour moi, quand je me suis engagée dans la parole aux actes et que j'avais vraiment envie d'insuffler quelque chose, d'un message important, c'est que les victimes et les laïcs, de la base, reprennent les choses de manière humaine et humaniste. Et donc, puissent dire en fait aux clercs, aux évêques et aux papes, c'est comme ça que maintenant qu'on veut s'organiser. Et en tout cas, le respect
de la personne humaine. C'est comme ça qu'on veut l'organiser. C'est comme ça qu'on veut des structures au quotidien, c'est-à-dire faire communauté, eh bien, ça nécessite des règles de vie et ces règles de vie ne peuvent pas être au-dessus des règles de l'État. C'est-à-dire que l'Église doit revenir au sein, heu, de l'État démocratique et non pas chercher à nouveau à être au-dessus. Hem, donc ça, il appartient à chaque, croyant, pour ceux qui le sont encore, en tout cas, même aux catholiques, aux non-catholiques et aux victimes, de revenir à des principes d'altérité, qui sont décrits, dans toute, on va dire, toute structure démocratique, c'est-à-dire, où les pouvoirs sont séparés, où on est égaux en dignité et en droit. Et donc, revenir à des fondamentaux, qui sont oubliés parce que, organisés dans une structure parallèle. En fait, l'Église a fonctionné comme une structure parallèle. Et quelque part une structure dite sacrée qui vient finalement étouffer le cœur même de notre humanité. Bah, c'est-à-dire que par rapport au sacré, le sacré et la sexualité sont liés, en fait, et c'est à cet endroit-là, je pense qu'il y a vraiment, quelque chose à revoir dans l'Église catholique. C'est que, d'une part, le sacré qui sépare en fait des personnes, donc on n'est plus dans le lien, on n'est plus dans une humanité partagée. À partir du moment où il y a des personnes d'un côté et des personnes de l'autre, en fait, qu'il y a des niveaux, on va dire, d'humanité, hein. Il y a des humanités qui sont plus supérieures aux autres, hein, notamment les humains ordonnés sont visiblement dans un état de supériorité que nous, les laïcs. Et puis, il y a vraiment cette vision de la sexualité qui est une vision, j'allais dire, c'est pas angélique, mais c'est comme si, en fait, la vision très négative de la sexualité, or la sexualité, c'est la vie. Enfin, il faut rappeler quand même que la pulsion sexuelle, c'est de la naissance jusqu'à la mort. Mmh. Hem, Vouloir nous faire croire qu'on pourrait vivre sans sexualité, entre guillemets, comme des anges ou comme la pureté, c'est-à-dire comme Saint Joseph ou comme la Vierge Marie, mais c'est du délire, pour moi, c'est juste de la folie. Mmh. Donc, j'ai l'impression que les laïcs, ils vivent ça au quotidien, ils se sont vite rendus compte que ça tenait pas debout et moi, j'ai l'impression qu'à part une très petite minorité de personnes, aucun laïc ne suit, le discours de l'Église sur la contraception, sur l'avortement, sur, les relations sexuelles avant le mariage, après le mariage, et cetera. En revanche, là où le discours, sexuel a cours, a prise, c'est sur le clergé lui-même. C'est-à-dire finalement, c'est eux qui croient à ça. C'est-à-dire c'est eux qui sont maintenus, dans la folie, tout simplement. Parce que depuis qu'ils sont au séminaire, quand ils y rentrent en général très jeunes, heu, toute leur éducation sexuelle est faite par l'Église sur des bases anthropologiques, psychologiques et sociologiques totalement délirantes. Donc en fait, c'est le clergé qui, à la fois, voudrait imposer un discours délirant qui, de mon point de vue, j'ai l'impression, n'a pas vraiment prise, sur les gens, mais en revanche, il y a une espèce comment dire? Auto-formation sur des bases délirantes et en fait, finalement, le discours sur la sexualité fait plus de mal à l'intérieur, notamment chez les prêtres séculiers, que, auprès des laïcs. Les laïcs, au quotidien, ils vivent, hein, et il y a longtemps ils se débrouillent, hein. Oui, Donc, c'est à cet endroit-là qu'il y a, un discours pervers auquel il faut s'attaquer. oui, Et on ne peut pas attendre que l'Église se débrouille toute seule à cet endroit-là. C'est bien pour ça que, il faut faire appel à des spécialistes et pas étonnant qu'il y ait des académies pour venir, décrier sur les spécialistes, parce qu'ils n'ont pas envie de se réformer à cet endroit-là. bien Donc ça sûr. sera à nous de les contraindre ou, j'allais dire d'une certaine manière, les différents scandales qui éclatent au grand jour, peut-être d'eux-mêmes vont provoquer la chute en fait du discours interne de l'Église sur la sexualité.
Oui, mais tu disais, Yolande, effectivement, c'est un problème pour les prêtres qui sont à l'intérieur, qui sont effectivement quelque part tiraillés entre leur sexualité et leur obligation, sacerdotale. Mais c'est évidemment dramatique, et moi j'y pense aussi évidemment, peut-être en premier pour les femmes de prêtres Mmh. et les enfants qui eux, quelque part, vivent une chape de plomb, même si c'est pas leur état naturel. Elles se retrouvent effectivement embarquées avec un prêtre qui lui, soit effectivement il reste soumis quelque part à la doxa et il soumet sa femme et ses enfants, soit à un moment on Mmh. se dit c'est pas viable pour moi, ni pour ma femme, ni pour mes enfants, et effectivement je sors de ce carcan-là et je permets finalement du coup à ma famille, à ma femme et à mes enfants Mmh. de vivre au grand air, de vivre librement comme n'importe quelle femme, j'ai envie de dire, et Mmh. n'importe quel enfant, parce que ça c'est aussi un drame. C'est un drame Mmh. collatéral, mais c'est un drame réel, c'est ces femmes de prêtre et ces enfants de prêtre qui doivent Mmh. rester cachés, c'est Et en même temps, c'est là que, pour revenir à l'État, c'est là aussi on voit l'État coupable, c'est qu'en fait les lois, l'organisation, on va dire, médico-légale, socio-légale est organisée de telle manière qu'ils se retrouvent dans des situations de pauvreté et de précarité. C'est-à-dire que leurs droits, au chômage, à la formation, à la retraite et cetera et aux différents dispositifs, par exemple de réinsertion sociale, parce que imagine quand même un prêtre qui a été 15 ans, 20 ans, en paroisse, et cetera. Comment il va faire pour se reconvertir? Surtout s'il n'a même pas le droit aux dispositifs, auxquels ont droit, les chômeurs, les gens licenciés d'une boîte. C'est-à-dire qu'en fait, on les licencie sans ménagement, hem, on a des mmh, témoignages, hein, j'invite ceux qui nous écoutent à aller regarder les témoignages sur, TikTok ou sur, d'autres réseaux sociaux de prêtres qui, du jour au lendemain, se retrouvent, mais sans rien. Enfin, c'est à peine humain de comment la structure même traite ceux qui lui ont rendu service, pendant longtemps. C'est-à-dire que l'inhumanité à l'égard des victimes, d'agressions sexuelles, on la retrouve dans l'inhumanité du traitement, du personnel, de l'Église. C'est-à-dire que les prêtres, les religieux, les religieuses, les profs, quand on voit qu'il y a des profs qui sont licenciés parce qu'ils sont homosexuels dans les écoles catholiques, enfin, des choses comme ça, c'est sans ménagement, hein, c'est sans ménagement. Donc, et c'est plus courant, enfin, je ne veux pas dire que c'est plus, c'est moins, parce que dans la souffrance, il y a pas de hiérarchie, mais non, tout ça s'additionne et tout ça mérite que nous y intéressions collectivement. oui, Et tu vois, ce que je pourrais dire, c'est que tu me demandais un petit peu au début de la vidéo, d'où je parlais et peut-être le sens, que je pourrais donner, c'est que, finalement, je ne sais pas si je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais j'en parlais avec quelques amis. Moi, le prêtre qui m'a agressée sexuellement, j'y pense même plus. Heu, C'était un ami de mes parents, c'est le parrain de mon frère. Il a fait ça. Enfin, pour moi, il y a quelque chose où, c'est l'affaire d'un homme qui, était probablement en perdition. Là où, ça me met en colère et ça me met en mouvement, c'est que, pour ce qui est de mon agresseur, probablement, d'un point de vue canonique, il y avait des dispositifs qui étaient actionnés, mais que personne ne connaissait. Et ce qui m'a mis en mouvement, c'est, l'affaire Barbarin, la manière dont il a, fait appel, alors que par ailleurs il a reconnu, sa culpabilité puisqu'il s'est allongé, mis à genoux pour demander pardon. On voit Moulin-Beaufort s'agenouiller à Lourdes et demander pardon, ce que moi personnellement je ne demande pas. Donc en fait, quelque part, ils ont quand même conscience de ce qu'ils font, heu et en fait, ça continue et en fait, c'est ça qui me met en colère. Et je me dis, si je peux faire quelque chose, et faire quelque chose avec les autres, contre ça, donne du sens à mon histoire. mmh, C'est-à-dire, mon histoire, elle au plan personnel, je vis, encore une fois, j'ai la chance, j'ai un travail que j'aime, j'ai des enfants que j'adore, des petits-enfants merveilleux, plein d'amis, qui sont soutenants. D'ailleurs, je les remercie beaucoup. J'ai été beaucoup,
beaucoup soutenue, par des gens très proches et par des gens moins proches. Donc ça, ma propre histoire, elle est, voilà, elle est derrière moi. En revanche, ce qui est actuel, c'est, ce qui a produit mon histoire et que ça reste en place. Ça ne bouge pas. Mmh. Heu, Ça se défend, hein, je fais exprès de dire ça. Ça, ça m'est insupportable. Donc aujourd'hui, je suis à la fois fatiguée et parfois découragée et en même temps, je ne peux pas me résoudre à ne rien faire parce que imaginer que d'autres, après moi, subissent ce que j'ai subi, ça m'est insupportable. Mmh. C'est un peu la question que j'allais te poser, Yolande. Effectivement, tu as répondu, en tout cas en partie, mais c'est vrai que c'est évidemment une lutte au long cours. Et donc, de fait, effectivement, personnellement, tu as un travail, tu as des enfants, des petits-enfants. Tu aimerais peut-être aussi, quelque part, à un moment donné, tourner une page et te dire, la vie passe, la vie, elle est importante, chaque instant est important. Et peut-être qu'effectivement, comment évidemment se consacrer pleinement dans la durée à cette lutte-là, à ce combat qui est absolument noble, sans quelque part, se perdre soi-même, avec cette fatigue que tout cela Mmh. génère, Mmh et mh. peut-être aussi ces frustrations en se disant: «Mais ça n'avance pas suffisamment vite», et en même temps ma vie à moi, elle est courte, et tout ce que je donne comme temps Mmh pour cette lutte-là, qui, je le redis, est absolument noble, absolument, mh. essentielle. En même temps, évidemment, ce sont tous des instants que tu ne peux pas évidemment Mmh. donner à tes proches. Oui, bon, c'est une histoire d'équilibre. Je crois que c'est un petit peu ce que chacun, cherche à faire, hein. C'est, bon, voilà, j'ai un sens peut-être de la solidarité, de la fraternité qui enfin, c'est comme ça. Enfin, je pense aussi que quelque part, c'est aussi, l'abus que j'ai subi qui m'a construit comme ça. Mmh. C'est-à-dire, je pense que la chose qui a été dans mon histoire, finalement, la chose qui a été la pire, c'est la solitude. C'est vraiment, le sentiment d'être seule face à une expérience existentielle, qui pour moi est plus existentielle que sexuelle, hein. J'étais petite et donc, c'était pas très compréhensible ce que j'avais vécu. C'est-à-dire cette expérience où l'autre n'existe pas comme autre, je l'ai vécue de manière, déchirante, et donc aujourd'hui, ça fonde qui je suis. C'est-à-dire, ça fait, la femme que je suis Ah oui. aujourd'hui. Alors peut-être avec ce côté parfois peut-être trop altruiste qui fait que je pourrais me perdre peut-être dans certaines causes. Enfin, l'autre m'émeut, l'autre, appelle mon regard, ma compassion, mon amitié, ma joie aussi. Hem, mais oui, je crois qu'il y a quelque chose, vraiment ce sentiment, fraternel, solidaire fait que, c'est l'expérience en fait, qui est liée à mon abus, hein. Je crois que j'ai ça chevillé, d'une certaine manière, ça m'est pas très difficile en fait de penser à l'autre et de Mmh. m'occuper de l'autre. Parce que, je pense, j'aurais tellement eu besoin, dans cette enfance que j'ai vécue, j'aurais eu tellement besoin que l'autre soit là, que les autres soient là pour moi, hem, que oui, alors bon, il y a aussi la vie, hein. Il y a eu des moments où je me suis beaucoup moins occupée de cette cause parce que j'avais des enfants à élever, que j'avais une carrière professionnelle à mener. Aujourd'hui, j'allais dire la place des femmes dans la société, notamment dans l'Église, m'importe. Mmh. C'est lié, hein, la place des homosexuels dans l'Église m'importe, et la place, des enfants agressés sexuellement et des personnes vulnérables m'importe, et donc voilà, ce sont j'aimerais pas dire des luttes ou des combats, mais ce sont des causes, humaines, enfin, c'est notre humanité, et d'une certaine manière, hem, il y a aussi beaucoup de belles choses, en fait, dans ce qu'on se passe. Bon, avec François, Deveau, ça a été l'occasion pour nous de nous connaître, de nous apprécier, de travailler ensemble, et c'était un moment, formidable où on s'est, tout à fait bien entendus, et on s'est rendu compte d'une grande efficacité, à tous les 2. J'ai rencontré plein de gens, j'ai découvert des personnes de ma famille qui se sont manifestées, en fait, à l'occasion notamment de la dernière vidéo
que j'ai faite avec, toi, tu vois? Ça a permis à des gens de ma famille, plus éloignés de sortir du silence. Donc parler, ce que je n'aurais jamais fait avant, quand je vois tout ce que ça a apporté de positif depuis que je l'ai fait, on l'a fait, je sais pas, il y a plusieurs mois avec toi. Mmh. J'aurais pas imaginé que ça aurait été ça. J'ai eu plein de liens via les réseaux sociaux de gens formidables qui ont échangé, qui ont partagé avec beaucoup d'authenticité. Voilà. D'accord. Merci Yolande d'avoir effectivement rappelé ces différents moyens Mmh, concrets, justement de faire lien et de se porter mmh, les uns les autres. Donc, mmh, bah, soyons évidemment dans le lien, dans la mobilisation et sachons que de fait, mmh, ce sera, si pas un combat, en tout cas une noble cause à suivre et à poursuivre. Donc, mmh, merci à tous ceux qui nous entendront également de prendre conscience de l'importance de cette lutte et mmh, du besoin effectivement de mobilisation mmh, qu'il y a pour chacun d'entre nous, parce mmh, que finalement c'est un fléau qui nous concerne tous, mmh. en tant Et puis, en tout qu'humains. cas, j'ai envie de dire merci à toi aussi, parce que c'est enfin, moi, je t'avais dit: «Continue», parce que vraiment, je trouve que c'est, cette bibliothèque sonore, en fait, cette, bibliothèque vivante, en fait, Mmh. des victimes, d'agressions sexuelles, qu'elles soient adultes ou quand elles ont été enfants. Je pense que c'est essentiel. Il y a beaucoup de victimes qui ont écrit des livres, tout le monde ne lit pas des livres et je trouve que c'est un moyen très moderne, de rendre vivant, tu vois? Il y a dans les actes réparateurs ou de restauration, il y avait, l'idée d'un mémorial, notamment à Lourdes. Moi, personnellement, ça n'a aucun sens pour moi, mais bon, je comprends que ça puisse en avoir pour certains. Moi, pour moi, ce que tu fais a vraiment le sens, du mémorial, de l'hommage à la dignité de ces gens qui, ont vécu cette expérience, existentielle. Donc je te remercie vraiment beaucoup et j'ai envie de te dire continue. Voilà, moi, je pense souvent à toi et je n'hésiterai pas à proposer à des victimes de donner leur témoignage parce que ça participe en fait de la reconstruction. Témoigner, Mmh. Antoine Garapon avait mis, ce titre de victime à témoin, sur cette espèce de mémorial en fait, livresque qu'il a fait en recomposant, par le biais de petits extraits de témoignages qui ont été faits à la SIAZ. Donc oui, j'ai envie de dire, si qu'il y ait d'autres victimes qui te contactent et qui acceptent de témoigner comme tu le fais. Ce sont autant d'éclairages, d'expériences différentes et chacun apprend, des choses différentes avec chaque témoignage et ça participe de notre, sensibilisation et de notre mobilisation à tous pour, faire cesser ces crimes et délits. Donc, merci aussi à toi et continue, j'ai envie de te dire, c'est vraiment chouette que tu le Merci fasses. Yolande. C'est vrai que donner la parole évidemment à chacun selon en fonction de son propre récit, c'est extrêmement important et tous ces récits finalement quelque part se complètent et nous enrichissent humainement aussi. C'est-à-dire que la Mmh, personne peut de fait se libérer aussi en parlant et en offrant aussi une parole, audible à ceux qui écouteront. mmh, Parce que je pense que la mmh, la personne qui témoigne en fait, c'est une aide pour elle et elle sait aussi que mmh, ça va peut-être en aider d'autres et donc ça mmh, c'est effectivement important. Quelle que soit la manière de libérer sa parole. Je pense qu'il y a suffisamment de mmh, palettes aujourd'hui qui nous sont offertes, notamment via les réseaux sociaux, et c'est une bonne façon de fait exactement. d'avancer ensemble. Merci Yolande en tout cas pour cet Merci échange. beaucoup, Pascal. Merci. Bonne Bonne soirée. soirée à toi. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.